Bonjour et bienvenue dans l'épisode 43 du podcast Marketing 301. Aujourd'hui, j'accueille Germain Tantoré de l'agence Webax. Germain est devenu en quelques années un acteur incontournable de l'écosystème PrestaShop en publiant de façon acharnée des tutoriels sur son site webax.ch mais aussi sur sa chaîne YouTube. Germain, c'est 264 avis Google, plus de 6000 abonnés YouTube, près de 300 vidéos sur sa chaîne YouTube, plus de 800 000 vues sur l'ensemble de ses vidéos YouTube et environ 1000 contenus sur webax.ch. Donc autant te dire qu'il maîtrise plus qu'un peu le sujet de PrestaShop et plus principalement de la vente en ligne. Dans cet épisode, on va parler de e-commerce, de ce qui fait qu'un e-commerçant va réussir ou échouer, mais surtout, Germain va nous partager sa vision de la vente en ligne. Avant de commencer l'épisode, si tu n'es pas encore abonné au podcast, je serais super content. Si tu pouvais prendre le temps de le faire, ça m'aide au quotidien et ça permet au podcast de progresser dans les applications de classement d'épisodes de podcast. Donc s'il te plaît, je te demande juste 1 minute de ton temps, mets sur pause l'épisode et abonne-toi dès maintenant si tu veux participer vraiment au développement de Marketing 301. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour Germain, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir accepté de participer au podcast Marketing 300. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Hello, donc merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Alors j'essaie de donner quelques petites infos comme ça. Donc je m'appelle Germain Tantoré, j'habite en Suisse et puis je fais principalement du e-commerce avec PrestaShop et ça depuis 2008. Et puis ça fait PrestaShop, l'e-commerce, ça fait un peu partie de mon quotidien, voilà. Tu es très actif dans l'écosystème PrestaShop. Exactement, ouais, j'ai ciblé sur ce marché-là, en tout cas aujourd'hui, exact. Et justement, pourquoi tu as choisi PrestaShop par rapport à d'autres solutions? Parce que des solutions e-commerce sur le marché, il y en a plein, aussi bien en open source qu'en propriétaire, qu'en SaaS, comme je pense particulièrement à Shopify qui est très en vogue en ce moment. Pourquoi tu t'es orienté sur PrestaShop et pourquoi tu continues de creuser PrestaShop? Alors, je pense qu'il faut regarder le contexte. À l'époque, moi j'étais encore en mode OS commerce vers 2007-2008. C'était un peu la fin, mais et puis je me disais qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Et là, il y a PrestaShop qui arrive un peu sur le marché et j'installe, je regarde et franchement, la première chose qui me frappe, c'est le côté esthétique. C'était assez tout mignon, tout plein avec la version PrestaShop 1.4 et rien que le côté esthétique, ça m'avait emballé et je me suis dit c'est tellement mieux visuellement et déjà rien que par ça, ça m'avait emballé et puis après, je suis resté là-dessus et finalement, à quelque part par chance, il y a eu une croissance sur cette solution-là. Il aurait pu très bien tomber, hein, mais il a amorcé petit à petit. Et je pense que c'est à ce moment-là, des fois c'est le moment présent, on teste la solution-là et elle amorce. Et puis le reste, du coup, on laisse en plan, quoi. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, justement, que PrestaShop a continué à progresser au détriment d'autres solutions, comme tu l'as cité, OS Commerce, qui était très populaire à l'époque, mais beaucoup moins maintenant, même s'il y en a encore. Qu'est-ce qui fait que PrestaShop a vraiment su grignoter au fur et à mesure les parts de marché? Parce que comme tu l'as dit, tu as commencé sur la version 1.4. Oui. Aujourd'hui, on est sur la 1.7. Il y a la 1.8 qui se profile aussi dans quelques temps. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que PrestaShop a réussi à avoir autant de parts de marché aujourd'hui en 2019? Moi, je pense qu'au tout début, c'est à cause de leur système de modules et de blocs. On a besoin d'une fonction, hop, on active un bloc. Et on va dire,
initialement, version PrestaShop 1.4, je trouvais que c'était quand même assez simple. Et je pense que c'est cette simplicité, on va dire, d'intégration et d'avoir des nouvelles fonctionnalités assez rapidement, et bien sûr avec la communauté autour. Au début, je pense quand même qu'il y avait toujours la notion de PrestaShop, c'est fun. Je pense qu'en 2007-2008, faire du PrestaShop, c'était faire du fun. Et donc du coup, je pense qu'il y a les gens s'amusaient un peu quand même beaucoup avec la solution e-commerce. Maintenant, on est passé à un autre stade. Mais je pense que c'est ça aussi, grâce à la communauté qu'il y a eu autour. Et puis parce que le produit est tombé au bon moment, parce que ben voilà, OS Commerce arrive en bout de course et il fallait quelque chose un peu, un souffle nouveau et fun, quoi. C'est ça. Ouais, pour toi, c'est le côté fun qui a vraiment participé à la popularité de PrestaShop, quoi. Moi, je pense qu'il est arrivé au bon moment parce que la solution OS Commerce tombe. Il manquait un peu un outil. Et puis aussi sur le monde francophone, parce que PrestaShop, comme il est francophone, il n'y a pas 36 outils autres e-commerce francophones. Il y a Telia aussi, mais je sais pas s'ils sont toujours dans la course encore, mais Telia, solution aussi française dans l'e-commerce, il me semble. Tout à fait, oui. Et, et je pense que au début, en plus, avec leur code PrestaShop 1.4 assez accessible, donc n'importe quel développeur PHP pouvait aller dedans, rajouter un peu ce qu'il voulait. Et je pense qu'ils ont été bien dans la bonne continuité de l'OS Commerce. Donc c'était comme un train qui est à la gare, qui attend le prochain. Donc du coup, je trouve que c'était assez ça. C'est on embarque pour le nouveau train, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Et tu penses que c'était compatible à l'époque, aujourd'hui, pour ce qui est de PrestaShop aujourd'hui, parce qu'on verra dans la suite de l'épisode que ça n'a plus rien à voir, notamment au niveau du code source de PrestaShop, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait en 1.4, 1.5, même jusqu'à 1.6. Mais est-ce que tu penses qu'à l'époque, le fait d'avoir une solution qui soit fun, accessible et open source, est-ce que tu penses que c'était compatible en termes de crédibilité, j'entends, avec des projets d'envergure? Ou est-ce que c'était pas plutôt destiné à des petits, sans que ce soit péjoratif, des petits marchands en ligne avec peut-être des petits moyens, ou des moyens réduits en tout cas? Est-ce que tu penses euh, que PrestaShop avait la crédibilité nécessaire pour pouvoir prétendre à servir de base pour le développement de gros projets e-commerce? À l'époque, hein, sur 1.4, 1.5, on va dire. Je pense déjà juste en termes de réputation des grandes entreprises, ils n'auraient jamais confié ça, à mon avis, à PrestaShop. Euh, un petit nouveau qui arrive de nulle part, on n'a pas envie de faire des gros investissements dessus. Euh, mais par contre, je pense qu'il faudrait. Ça, c'est toujours la grande question. Il y a toujours, même encore maintenant, on dit ah oui, mais un gros projet, bon PrestaShop, c'est petit et moyen projet, gros projet, on va pas mettre là-dessus. Il y a toujours quand même cette vision-là encore maintenant. Mais moi, je vois ça autrement. J'ai envie de dire, on va dire, où est-ce qu'il y a le plus de transactions aujourd'hui finalement? C'est plus dans les petits, je veux dire, sur la globalité, il y a plus de petits et moyens sites e-commerce que de gros e-commerce. Les gros e-commerce, on les compte sur les doigts d'une main, quoi. Tout Par à contre, fait, des oui. petits et moyens, il y en a à perte de vue. Donc, ça veut dire que le marché, quand même, je pense qu'on peut devenir très très gros avec des petits et des moyens sites e-commerce en termes, on va dire, de solutions e-commerce, plutôt que de dire, OK, moi je veux m'attaquer à 10 grosses entreprises dans le monde, et du coup on peut que, entre guillemets, fourguer sa solution à 10 entreprises, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Bah, c'est un petit peu en ce qui concerne le volume d'utilisateurs, on va dire, parce que c'est ça que Oui, tu veux dire. Au niveau du volume d'utilisateurs, à ce moment-là, on peut même dire que WooCommerce, donc la solution de WordPress, est même devant PrestaShop, du coup. Bien que bien sûr. WooCommerce soit beaucoup moins performant en termes de fonctionnalité e-commerce que PrestaShop. C'est sûr, parce que en fait, ils profitent de la notoriété. Si on mettait juste WooCommerce en tant que WooCommerce, comme ça, sans le WordPress, il n'aurait jamais la notoriété qu'il a aujourd'hui. Sa notoriété est puisée grâce à celle de WordPress, en fait. Oui, tout à Euh, fait. Tout à fait. et donc, je pense que ça reste quand même ça reste assez logique, en fait. Et aujourd'hui, d'après toi, est-ce que PrestaShop commence à obtenir la crédibilité qu'elle souhaite avoir pour les projets justement d'envergure plus large, on va dire, sans parler de gros projets, parce que gros projet, ça veut rien dire, mais d'envergure plus, on va dire, internationale.
Le PrestaShop d'aujourd'hui, donc à savoir 1.7, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est en train de migrer son code d'origine, donc qu'on appelle le code legacy, le framework maison PrestaShop, est en train de se transformer et d'être migré progressivement vers une structure Symfony, qui est une norme dans l'industrie du PHP aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça va participer à crédibiliser la société et la solution PrestaShop dans les projets plus internationaux, plus emblématiques? Alors, c'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde dit. Après, c'est vrai que moi, j'ai une vision un peu différente. Je me dis, PrestaShop est français à la base. Croire qu'il va devenir, il peut pas être plus américain que Magento, qui lui est de source américaine, par exemple. À mon avis, PrestaShop est français, et je pense que le fait qu'il soit français, c'est une force pour lui. Mais actuellement, le fait de se dire, on tape trop à l'international, je sais pas, je suis assez partagé. C'est comme justement dans le fait de dire on bascule tout sur Symfony parce que voilà, ça va attirer encore plus de monde, etc. Mais au bout d'un moment, je me dis, ce qui a quand même fait l'amorce de PrestaShop initialement, c'est sa simplicité, c'est son accessibilité, c'est parce que c'est francophone. Tous ces éléments-là ont contribué à son amorce. Après, faire plus que tant, je veux dire, ils essayent de faire l'international. Mais je pense qu'ils seront jamais autant bons que ceux qui sont vraiment à la source. Exactement. Je pense qu'il faut se mettre. Tu penses à qui comme solution? Je pense que si je prends Magento et Shopify, on peut pas les comparer. C'est différent. C'est un autre monde. Ou comme WooCommerce, c'est pas pareil non plus. Pour moi, c'est les solutions à l'américaine. Je pense qu'il faut pas, à mon avis, il faut pas toujours chercher à uniformiser le truc et à devenir vraiment 100% international, parce que ce qu'il y a, c'est que leur force aujourd'hui, elle est quand même basée sur la France. Il y a qu'à voir les success stories qu'ils mettent en avant et tout ça. C'est quand même bien la partie française. Et vouloir vraiment ramasser tout le marché, à quelque part, je me dis, ils vont peut-être se prendre les pieds dans le tapis à force d'essayer de tout grignoter. Peut-être qu'ils vont justement rien réussir ils vont être partout, mais en même temps nulle part. Et des fois, je me dis peut-être qu'il faut qu'ils fassent l'international, c'est bien, mais qu'ils gardent quand même une concentration, on va dire, plus dans la partie francophone. Mais ça, c'est ma vision de la chose. C'est super intéressant justement ta vision, parce que tu me dis qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de PrestaShop, c'est le marché francophone, entre autres, mais principalement le marché francophone. Or, alors je ne sais pas si tu connais ces chiffres-là, mais PrestaShop aujourd'hui, le marché francophone n'arrive qu'en 3e position par rapport au marché hispanique, donc l'espagnol. J'entends Espagne, Brésil et tous les pays qui utilisent la langue espagnole arrivent en 1re position. En 2e, tu as bien évidemment l'anglais. Et là, le français, en fait, tout ce qui est francophone, arrive en 3e position. Donc en fait, entre ce qu'on imagine, il y a encore quelques mois, je pensais que le secteur francophone, le marché francophone était numéro 1 chez PrestaShop. Et en fait, j'ai eu confirmation des équipes de PrestaShop comme quoi ce n'était que le 3e marché au final de la solution PrestaShop, avec numéro 1, je te dis, tout ce qui est langue espagnole, hispanique, et anglophone en numéro 2 et francophone en numéro 3. Donc est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on pense, nous, en tant que Français, bien que tu sois suisse, mais tu es francophone, et la réalité du marché qui peut-être est peut-être un peu moins évidente qu'on le pense, nous, en tant qu'utilisateurs français? Je me rends difficilement compte dans le sens où moi, je me base aussi sur ce que je vois dans la partie Google, dans ce que je vois émerger, etc., au niveau des contenus, etc. Donc, c'est espagnol, difficile de dire parce que déjà, je parle pas la langue et puis je suis pas vraiment des contenus, on va dire, dans cette langue-là. Après, je dirais en termes de contenu, je veux dire, si le marché espagnol, je vois peu de sites, on va dire, ou même justement de sites parlant de contenu lié à PrestaShop en espagnol. Je tombe rarement là-dessus, en fait. Peut-être parce que ça t'est pas proposé, vu ton caractère francophone aussi, tu vois. C'est bien possible. Après, il y a toujours, dans les chiffres, il y a toujours la grande question, ça c'est comme, je prends un cas extrême, pas dans le même cas que PrestaShop, mais je prends Shopify, on annonce je sais pas combien de boutiques, Shopify est en train de manger tout le monde, et alors que je me dis, tiens, il est en train de manger tout le monde, pourtant, je suis jamais tombé sur une boutique Shopify en passant par Google. Comment ça se fait que le numéro 1 des boutiques en ligne, je l'ai jamais vu dans un des résultats de recherche, quoi.
Ouais, C'est tout pour ça à que des fait. fois, je me pose des questions. Je me dis, ah oui, et encore, je veux dire, si je prends le cas de Shopify, je sais pas s'ils ont 1 million de boutiques, ok, mais s'ils ont fait 850 000 boutiques en dropshipping où ils ont fait zéro voire une vente, est-ce que c'est significatif? Bien sûr, non, mais tout à fait. Et tu mets le doigt sur quelque chose. C'est est-ce que les chiffres ne sont pas basés sur le nombre de téléchargements ou le nombre d'utilisateurs? Mais là, on ne parle pas de performance, ni de vente, ni de boutique à succès. On parle peut-être, quand on parle de PrestaShop numéro un sur toute la langue espagnole, Oui, peut-être tout simplement que dans le monde entier, la langue espagnole est plus répandue que la langue française. Et donc, enfin, naturellement, il y a plus de téléchargements d'utilisateurs espagnols que de téléchargements d'utilisateurs français. C'est peut-être ça aussi, effectivement, puisqu'on n'a pas les chiffres. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une répartition du chiffre d'affaires généré par langue. après, on peut voir ça aussi par le biais du forum de PrestaShop, puisqu'il y a vraiment de la thématique par langue. Si on prend sur ça, on pourrait se dire que logiquement, si la solution est bien engagée dans la langue en espagnol, eh bien, je regarde juste dans discussion générale sur la partie. Ouais, je regarde aide et support communautaire en francophone, on a 320 000 postes à peu près. Et Ouais. puis si je regarde en espagnol, on a 180 000. Alors dans la discussion générale, on a 180 000 et sur la partie communauté, on a 120 000. Donc on a quand même, ouais, c'est quand même combien de fois moins? 3 fois moins? C'est. Alors euh, 3 fois moins quoi quand même dans le Alors, ça forum, hein. dépend. Moi, je suis sur, justement, je suis sur le forum PrestaShop. En discussion générale en espagnol, moi, j'ai 189 000 postes contre 122 000 pour le forum francophone. Et sur la partie communautaire, dans aide et Ah oui, support, et des supports, effectivement, on a 319 000 en forum francophone contre 115 000 postes pour la partie espagnole. Oui, ils- c'est partagé, quoi. C'est alors ou partagé. alors ils se débrouillent mieux les Espagnols et du coup ils n'ont pas besoin d'aide. Peut-être aussi. C'est ça. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, même quand tu regardes l'Allemagne, l'Italie, le forum portugais, là, on est vraiment bien en dessous, quoi. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs. Ouais, ils en ont tellement de forums maintenant. Euh, Et je cherche le forum anglophone. Ah, bah, il doit être tout en haut. Non, même pas. International, oui. Ah, même pas, tu vois, quand tu regardes le forum, la communauté internationale, on est à 48 000 postes pour la discussion générale. Seulement. Contre 122 ah, 000 pour la France et 189 000 pour l'Espagne. Enfin, pour l'espagnol. oui, oui, ouais. C'est ce qui est étonnant d'ailleurs. Ce qui est étonnant. Mais bon, Ouais, c'est vrai que c'est des grandes questions, ça. c'est parce que même si ça. Pourquoi je t'emmène un peu sur ce terrain-là? D'une, pour essayer de prendre du recul sur ce que chacun on peut penser de ce qu'on voit, puisque forcément on élabore nos théories par rapport à ce qu'on voit, mais ce qu'on voit, est-ce que c'est représentatif de ce qui est? Je sais pas si tu vois, c'est un peu philosophique Oui, ce que ouais, je te bien dis, sûr, mais et bien est-ce que ce sûr. qu'on voit nous au pas de notre porte, est-ce que c'est représentatif de ce qui existe vraiment? Et ça, Mm. c'est intéressant dans le milieu du e-commerce, je pense, parce qu'il y a beaucoup, comme tu le dis très bien, de e-commerçants, la majorité même, qui font peu ou pas du tout de chiffre d'affaires, qui pensent être seuls à échouer, si on peut parler d'échec, dans le milieu du e-commerce, alors qu'en fait, ils font partie de la majorité des gens. Et bah, moi je dirais, est-ce que tu es d'accord dans le principe que les éléments les plus importants, normalement, c'est de gauche à droite, hein, si on donne un ordonnancement. Oui, En fait, moi, mon indicateur, c'est Template Monster pour oui, savoir la notoriété des sites e-commerce parce que eux, bah, comme ils vendent ça à max, eh ben, ils vont ordonnancer quand même dans la priorité. Et ce qu'il y a, c'est que si on va sur leur site e-commerce, sur Template Monster, on voit que d'abord, on a WordPress qui est assez logique puisque c'est le numéro un. Après, on a en fait une partie HTML, on a Shopify. Donc, ça tient encore assez la route. Ça veut dire que WordPress et Shopify, on sait qu'ils mangent un max de parts. oui. Le HTML, on sait qu'il y en a besoin partout, donc du coup, c'est quand même important. Après, on a le WooCommerce. De nouveau, ça c'est logique parce que on a toujours WordPress qui est WordPress qui est numéro numéro un. un. On a ensuite qui vient PrestaShop et après, on a Magento. Et je trouve que c'est assez juste dans le sens où, contrairement à des fois ce qu'on dit, oui, mais Magento, c'est mieux. Magento, les gens qui savent doivent utiliser Magento parce que c'est bien carré, c'est bien strict, etc. Il y a toujours cette réputation Magento quand même dans la tête des gens. Mais le fait est que on arrive à un stade aussi où les gens ils ont besoin d'un site e-commerce
qui leur coûte, qui a un coût quand même raisonnable. On peut faire du Magento raisonnable, bien évidemment, mais là, Template Monster, je trouve qu'il donne un bon indicateur. Mais, et pour s'en rendre mieux compte aussi, il suffit en fait d'aller dans les catégories et de voir combien il y a de thèmes et la fraîcheur des thèmes pour juger un petit peu le truc. Et si je regarde là, on voit qu'il y a moins de choix sur Magento. Alors Oui. ça, après, moi ça c'est ma perception de la chose, mais Après, Magento, je pense que c'est vraiment un cas particulier, surtout en ce moment, de par le fait que Magento soit fait racheter par Adobe, et que ça va peut-être, enfin je sais pas si tu étais au courant, mais ça va peut-être, et à mon sens, ça va sûrement changer le caractère déjà open source de Magento, puisque par définition, Adobe n'a pas l'habitude de fonctionner sur le modèle économique de l'open source. Donc il serait probable déjà que Magento change de marque, change de nom, tout simplement, et que ça devienne une solution payante et totalement propriétaire. Ce qui là scinderait définitivement le marché PrestaShop du marché Magento. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais oui, oui, effectivement. Du coup, PrestaShop leur encore plus les cartes en main, du coup. bah, tout à fait. Ça serait la solution quasiment, enfin leader, de toute façon, et ça serait la seule, quoi. Il y aurait plus de concurrence, quoi. Si Magento venait à devenir payant, Ah, en solution e-commerce, hein, j'entends, je mets WooCommerce entre parenthèses, ça serait la seule solution. Et là, on pourrait en tout cas voir exploser les parts de marché de PrestaShop. effectivement, hein, tout à fait. Euh, Donc là, bon, là, ce sont des suppositions, hein, j'ai pas de boule de cristal dans mon bureau, mais on alors, pourrait en tirer des conclusions. moi, je me dis toujours que ce qui risque d'arriver, c'est comme a fait PrestaShop le coup à OS Commerce, de lui reprendre la vedette. Il va à un moment donné se passer ce nouveau phénomène, mais on ne sait pas quand. Euh, Ça dépendra, à mon avis, à combien de temps ils vont mettre PrestaShop pour migrer vers Symfony complètement. Et si vraiment le fait de faire tout ça, parce que moi, mon avis extérieur, c'est de dire, ben, PrestaShop comme il est, c'est très pratique, etc., c'est très bien. Mais je trouve que on peut aller moins vite. Aujourd'hui, on a tous besoin d'aller vite pour faire des choses. On veut pas perdre trop de temps. Le but, c'est pas de coder le maximum qu'on peut pour montrer qu'on sait coder. Le but, c'est de répondre plus rapidement à l'exigence du client et le faire le moins cher possible et que ça fonctionne le mieux possible. Le but, c'est pas de montrer qu'on est des super informaticiens et qu'on arrive à faire du code. Et, Oui, et c'est ça aussi, c'est que je me dis, pour moi, le top du top, c'est vraiment de se dire, OK, est-ce qu'on n'arrive pas à simplifier? Est-ce que le futur du e-commerce, c'est pas de tout gérer dans un seul fichier, avec un fichier qui fait 1000 lignes maximum et il arrive à tout faire? Alors, c'est utopique, mais moi, je suis assez dans ce genre-là de me dire, ça, c'est pour moi un peu le futur. la simplification, quoi, Grandement. des solutions. Exact. Et justement, bah, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante. Super transition, Germain, je te remercie. Euh, Qu'est-ce que tu penses des forks PrestaShop qui consistent justement, pour la plupart, à simplifier le code source PrestaShop de façon à ce que la solution soit plus légère que la solution native de PrestaShop? Qu'est-ce que tu penses des forks? Est-ce que c'est une bonne solution ou est-ce qu'il vaut mieux éviter, selon toi? Alors, les forks, ce qui est bien, c'est que, alors les forks, ça, c'est toujours le grand truc, c'est, on est tous frustrés ou pas contents de comment on fait la solution e-commerce. Soit par les choix, justement, commerciaux, soit par plein de choses, et ça a conduit à dire, nous, on veut plus commencer à gérer ça, on veut faire notre fork, parce que, ben, voilà, on sait mieux faire que les autres, et on veut partager notre vision. Le problème de ça, c'est que, si on remonte à la source, le client, lui, aujourd'hui, il dit, je veux un PrestaShop. Il veut pas, comme je sais plus comment on dit, Turterby ou je sais plus comment ça s'appelle, le fork de PrestaShop, là, Ah, je sais l'abeille, là. plus. Ah Ils ont non, fait, ouais, je sais plus. et le client, il dit, je veux un PrestaShop. Je veux la dernière version que j'ai vue qui a la fonctionnalité trop bien. C'est ça qu'il dit le client. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que à l'époque, en version 1.4, j'ai pas vraiment fait un fork, mais on va dire, j'ai pris une version de PrestaShop de base. J'ai dit maintenant, ça va s'appeler la solution Shopax. Donc, je vais faire une extension de mon domaine. Je vais appeler ça Shopax. Et je vais vendre ça. Ça sera déjà tout optimisé. Il y aura déjà tout ce qu'il faut. Et voilà, ça sera top. Le code, il sera clean. Il y aura vraiment ce qu'on a besoin. Et le fait est que je n'ai pas pu caser ça chez un seul client parce que les clients,
Eux, ils voulaient pas ça. Eux, ils voulaient un PrestaShop, dernière version. Et, et quand je vois ça, je me dis, ah oui, c'est super de faire le fork, mais pourquoi en fait? Parce qu'on n'est pas content du code? Parce qu'on sait faire mieux que les devs? Parce que faut se poser la question de pourquoi on veut faire le fork. Et franchement, euh, bon, sur OS Commerce, il y a eu des forks, il y avait le Millennium et ce genre de choses qui ont plus ou moins marché, mais des forks, je pense que des fois, c'est mieux vaut se servir de l'effort des autres plutôt que de remettre de l'effort là-dedans. Mais, ou alors, autant faire quelque chose de vraiment différent plutôt que de se baser sur une copie améliorée. Mais ça, c'est mon avis. Et bien sûr, s'il y a des gens qui sont motivés à le faire, ça vaut la peine. Bah, puis c'est surtout aussi, enfin je partage un peu le même avec toi, c'est que c'est bien de vouloir proposer nativement une solution PrestaShop qui est déjà optimisée, donc qui est modifiée, on va dire, puisque pour ceux qui ne savent pas, le fork, c'est c'est le principe de modifier du code source, de le refaire un petit peu à sa sauce selon ce qu'on attend d'une solution e-commerce, à savoir une solution qui soit légère, rapide, dénuée de toute fonctionnalité, on va dire, euh, mince, de toute fioriture, quoi. On va enlever toutes les fonctionnalités un petit peu optionnelles et on va avoir une solution de base qui est plus performante techniquement. C'est ça le principe du fork. Et donc, je partage avec toi l'avis quand tu dis que vouloir réinventer quelque chose sur la base d'une solution qui existe déjà, pourquoi soit ne pas repartir tout simplement d'une page blanche et de créer un CMS qui soit totalement différent, mais qui corresponde à nos attentes. Auquel cas, là, bah, c'est un petit peu le problème, enfin le problème, c'est ce qu'on retrouve dans le milieu des solutions propriétaires, tout simplement. Mais là, on rentre dans un autre débat qui est faut-il de l'open source ou du propriétaire? Mais ça, c'est autre chose. Puis même pour maintenir une solution, enfin un fork de PrestaShop ou autre d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile puisque a priori, il y a moins de devs qui sont dédiés à maintenir le fork que de devs chez PrestaShop ou chez la C'est société ça. qui édite le CMS source, quoi, tout simplement. Donc, est-ce qu'on part sur une solution qui peut-être est un peu plus optimisée, mais qui va nécessiter au final beaucoup plus de ressources pour le maintenir et le faire évoluer? Dans la mesure où on n'est pas soi-même développeur, j'entends, hein. Je parle à la place d'un client qui n'est pas développeur. C'est sûr. À la limite, c'est mieux de faire un module qui s'appelle Super Optimiseur qu'on installe, puis après il fait plein de modifs pour vraiment optimiser la boutique. C'est mieux un Super Optimiseur qu'un fork, à mon avis, parce que comme ça, n'importe qui peut toujours installer ça par-dessus sa boutique, quoi. Un fork, franchement, pour avoir la même énergie et la même force équivalente que la team de PrestaShop, par exemple, ah, il faut déjà y aller un moment, Bah, c'est clair. il faut synchroniser les gens, je veux dire, je pense que c'est une vision sympa, mais un peu utopique, et pour avoir essayé d'expérimenter des fois, de reprendre du code des autres, de le maintenir, je pense c'est vraiment démesuré, quoi, à mon avis. Bah, moi, je vois un petit peu le fork commercialisé par des agences digitales, des agences web, comme un moyen de tirer profit de la popularité d'une solution comme PrestaShop, donc pouvoir utiliser le nom PrestaShop, mais pouvoir aussi faire prisonnier un petit peu son client dans le sens où si on quitte les relations ou si on arrête les relations avec cette agence ou ce prestataire, eh bien, on quitte aussi la maintenabilité d'un système que le client lui-même sera incapable de maintenir lui-même. Donc, pour moi, c'est plutôt stratégique pour Et ce positionnement sur la commercialisation d'un fork. C'est qu'on tire profit du nom PrestaShop, qui lui est populaire, lui est connu, lui est attendu par les clients, mais on emprisonne un petit peu le client en disant bah, si vous partez de chez moi, vous ne pourrez plus avoir toutes ces fonctionnalités optimisées, ou encore pire, vous ne pourrez plus vous servir de votre boutique parce qu'elle est sous licence de notre fork ou autre. Moi, je vois et, ça comme ça en fait. moi, je connais des boîtes en Suisse qui ont voulu, bah, déjà à l'époque, bah, eux, entre guillemets, par rapport à des entreprises comme la mienne, qui sont microscopiques, euh, moi, quand j'arrive avec mon PrestaShop, eux, ils étaient en train de rire parce qu'ils disaient, nous, on a notre propre solution, on connaît, nous, on est les meilleurs parce que on a X ingénieurs, etc. On sait, on vend des solutions, bah, justement, entre autres, qui étaient
quand même entre guillemets d'efforts, parce que ça reposait sur des solutions, on va dire, d'open source, mais qui avaient été recustomisées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le temps passant, ces entreprises ont fermé parce que ils n'ont pas réussi à suivre le rythme. Leurs clients exigeaient toujours plus de fonctionnalités, ils n'arrivaient plus à les développer et ils pouvaient plus optimiser le noyau, etc. Et du coup, des petits comme moi, eux, ils ont pu traverser le désert, mais eux, il y avait pas de petit îlot pour faire une halte, hein. Ils ont cuit directement parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont sous-estimé, même si c'était des grosses boîtes, ils ont sous-estimé le fait d'avoir une solution à gérer, de la maintenir et de développer avec toutes les exigences clients. Et du coup, les clients, pour finir, ils disaient, ah non, mais nous, on veut pas attendre une demi-année pour développer une fonction qui va nous coûter une somme astronomique, alors qu'on a déjà tout ça sous la main ailleurs, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, en résumé, on pourrait dire, du point de vue d'un client ou de quelqu'un qui souhaite monter une boutique, que ça peut être risqué pour lui de se baser ou de baser son e-commerce, son site marchand, sur un fork, que ce soit fait par lui-même ou fait par un prestataire externe, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, qui c'est qui vend vraiment du fork? Moi, à ma connaissance, ce sont des agences. Voilà, j'en connais de noms qui basent leurs solutions sur un fork. Euh, Et ça dépend jusqu'à quel stade, si on va dire, ils peuvent très bien, enfin, je sais pas après comment ils présentent ça aux clients non plus. Parce que c'est vrai que s'ils disent, imaginons, hein, s'ils disent, nous on vend notre solution, mais ils ont juste retouché le logo Presta et ils ont installé 3 modules, on n'est pas encore au niveau du fork, quoi, on va dire, mais Ouais, après ça c'est difficile à savoir parce que je suis pas moi-même client de ces sociétés, mais ouais, mais en tout ouais, cas pour avoir pu étudier, avoir pu un peu voir comment ce genre de solution était commercialisé, si tu veux de mon expérience, alors je j'ai pas l'expérience globale de ce marché-là, mais en gros on propose une solution basée sur PrestaShop, mais en signant avec telle agence. Voilà, vous avez la certitude d'avoir une solution PrestaShop qui est ultra optimisée avec des fonctionnalités qui sont uniquement destinées à nos clients et tout ça sous couvert d'une petite astérisque qui vous dit que si par contre vous mettez fin aux relations commerciales, vous n'aurez plus accès aux fonctionnalités ultra méga géniales, quoi. non, mais ça Donc voilà, c'est c'est terrible. Mais qui sait qui, aujourd'hui, on peut, enfin, à mon avis, on peut pas fonctionner comme ça. Je veux dire, les boîtes qui fonctionnent comme ça, mais c'est, déjà rien que le fait à la vitesse à laquelle va le web, euh, la solution optimisée aujourd'hui peut être obsolète demain. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas assez humbles, je crois, vis-à-vis de tout ça. Et ça va ouais, tout à tellement fait, vite, ouais. ça va tellement vite. Des fois, il y a qu'à voir même leur propre site. Il a des années-lumière de ce qu'ils devraient déjà faire, quoi. Et pourtant, ils vendent des mérites incroyables à leurs clients. Donc, c'est ça qui est quand même vachement délicat, je trouve, par rapport à ça. C'est délicat, mais c'est difficile aussi pour le client de faire le tri parce que lui, le client, il ne sait pas forcément à qui C'est il a sûr. affaire en fonction de l'entreprise. Là, bon, j'ai une entreprise en tête que je ne citerai pas parce que le but, c'est pas de Bien sûr. dénigrer ou de faire de la pub non Oui. plus, mais c'est une grosse agence web qui fonctionne comme je viens de le dire et qui a pas mal de références clients plus ou moins importants. Mais voilà, là on est dans le cas d'une grosse agence, hein. On n'est pas dans le cas de un freelance dans son coin ou quoi que ce soit. On est vraiment dans le cas d'une grosse agence qui, par sa notoriété, en fait, va pouvoir quand même, malgré tout, je pense, faire passer son offre commerciale, quoi. Bien que derrière, quand tu connais un petit peu plus la technique, tu sais que c'est pas forcément la meilleure solution pour le client, quoi. Ah, ça, c'est toujours la grande problématique. On est dans un monde où tout le monde a besoin vraiment de vendre. Et donc, du coup, c'est vrai que s'ils ont des bons commerciaux, etc., ils font, ils peuvent toujours faire miroiter la magie, hein, d'Internet. Et, euh, et c'est vrai que même si on dit la technologie est fantastique, même si tout ce qu'on veut, la finalité, en tout cas en e-commerce, c'est le client, il veut vendre. Et donc, du coup, il va se heurter à cette problématique à un moment donné. Et s'il a trop dépensé d'argent, comment il va faire pour s'en remettre, quoi. C'est ça. Mais Oui, pour c'est clair. ça, certaines agences, enfin, eux, ce qui leur compte, c'est faire le projet. Et après, si ça marche pas, ils trouveront une explication de plus tard de pourquoi ça n'a pas marché, quoi. C'est Ouais. ça.
C'est sûr. Et justement, toi, donc là, on était dans la partie technique, mais plus dans la partie marketing, vente, fonctionnement de la vente en ligne. Comment tu vois évoluer le e-commerce dans les années à venir, donc 2020, 2021 et peut-être plus? Et est-ce que, d'après toi, aujourd'hui, n'importe qui peut toujours, entre guillemets, réussir en e-commerce? Ou est-ce que le potentiel de réussite se restreint année après année? Alors, il y a de plus en plus de monde qui est sur le web, ça c'est certain, mais il n'y a pas de plus en plus de sites de qualité qui émergent. Donc ça, c'est rassurant. Proportionnellement aux nouvelles boutiques, au nombre de nouvelles boutiques ou de nouveaux sites qui émergent, il n'y a pas la même proportion de qualité qui émerge. Donc du coup, c'est vrai qu'il y en a toujours de plus en plus, mais il y a toujours aussi beaucoup, entre guillemets, de déchets qui arrivent sur le marché. Quand je dis déchets, ça veut dire des sites ou des boutiques qui n'auront pas assez le niveau pertinent pour justement attirer le client ou le potentiel acheteur. Et du coup, ben, il va juste faire un peu de grossir Google, un site de plus, mais finalement, il sera très peu fréquenté, etc. Et ça représente, c'est-à-dire, à mon avis, les sites, la plupart des sites sont peu, voire pas fréquentés du tout. Donc, du coup, on va dire, il y aura toujours de la place pour ceux qui veulent être pertinents dans Google, en fait, c'est ça. Oui. Euh, En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a toujours, il y a de plus en plus de boutiques en ligne sur oui, Internet, mais la proportion de boutiques performantes, c'est-à-dire qui font un minimum de chiffre d'affaires, qui vendent un minimum, elle ne grossit pas forcément. Donc il y a de plus en plus de sites, mais parmi ces sites, il y en a de plus en plus qui ne font pas de vente. exactement. Et que- Et oui. oui, je t'en prie. Non, je disais, et d'après toi, quelles sont les principales étapes à anticiper aujourd'hui pour un e-commerçant qui voudrait se lancer? Qu'est-ce qu'il faut anticiper? Parce qu'on sait très bien qu'avoir le site, c'est pas une fin en soi, c'est un outil de travail. Mais quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans le e-commerce, quelles sont les étapes à planifier selon toi pour lui dans les mois à venir? Bon, déjà, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'effectivement, la partie mobile, même si on dit le mobile, c'est important, j'ai jamais vu autant de sites mobiles autant mal optimisés, hein. Donc, il faut vraiment que, dans la plupart, ça dépend des marchés, hein, mais assez souvent, il y a quand même une bonne partie du trafic qui va venir par le mobile. Donc, en sachant ça, il faut partir quand même du raisonnement de dire, OK, il faut que je fasse quelque chose sur mobile qui soit agréable et pratique. On dit tout ça, hein, mais franchement, la réalité est tout autre, hein. La réalité, c'est qu'il y a plein de sites sur mobile, pas vraiment pratiques du tout. Donc ça, c'est important, la partie mobile. Maintenant, en amont de ça, quelqu'un qui va se lancer, bon, ce qu'il va faire, l'erreur, le coup classique qu'il va faire, l'erreur principale, c'est de dire, OK, ben, je dépense, je sais pas, 5 000 euros, 6 000 euros ou plus, ou 10 000 euros, ou, je sais pas, 10 000 francs suisses dans une boutique en ligne. Puis après, il y a personne qui vient. Ça va être le coup classique. Donc, ce qu'il devrait faire, le client, c'est de se dire, qui sont, qui sont les personnes qui vont venir sur ma boutique en ligne, comment, et comment je les fais venir, en fait, c'est ça. C'est vrai que de se dire, s'imaginer que les personnes vont venir tout seuls, ça, c'est une illusion, hein. Il faut quelque chose pour qu'ils viennent. Et c'est vrai que le chemin le plus court, on va dire, en tout cas pour démarrer, c'est de la publicité payante. Donc, ça voudrait dire qu'il faudra investir le minimum possible dans la boutique en ligne, d'avoir une structure avec la boutique qui puisse présenter les produits, les méthodes de paiement, ok. Et puis après, se dire, ok, comment je fais venir les gens et est-ce que ils vont acheter? Dans le sens où on en revient à la problématique, c'est si on a, comme la plupart des sites e-commerce, les mêmes produits, les mêmes photos, les mêmes prix et les mêmes descriptions que tout le monde, comment on fait pour vendre dans ce cas-là? C'est toute la question. Et je te coupe quand tu parles d'avoir un minimum. Quel serait selon toi le budget minimum à prévoir pour la conception? Je ne parle pas du marketing, du SEO, de la publicité payante ou quoi. Vraiment la conception d'un site e-commerce par un prestataire. Parce que forcément, là, dans la tête des gens, ça va de 300 euros à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Pour toi, un budget minimum pour avoir un projet concret, sans partir dans des développements spécifiques vraiment très avancés, vraiment on part sur une base PrestaShop, optimiser tout ce que tu veux bien. Quelle serait selon toi l'enveloppe minimum à prévoir quand même pour avoir quelque chose de concret? Je crois que tu vas rire parce que la réponse que je vais te donner, c'est pas certainement celle que tu t'attends. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a frappé au bureau là. C'est quelqu'un qui habite par là. Et il me dit, moi, je veux lancer un business et tout. Il m'explique.
Puis il me dit, ah ouais, je vais dépenser mon argent et tout. Eh ben, je lui ai dit, avant de faire ça, j'ai dit, embête-toi pas à faire un site e-commerce, même un PrestaShop, fais pas ça. J'ai dit, à la limite, fais un Shopify, t'essayes. Ouais. T'essayes pour voir. Tu mets tes produits, t'essayes même de faire un peu de pub, rien que pour voir si tu arrives à faire une seule vente. Et le jour où tu as fait une vente, tu te reposes des questions. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y a des personnes, la plupart, quand ils verront le niveau de difficulté, ils verront le temps qu'ils ont passé pour vendre un truc sur lequel ils ont peut-être gagné 10 euros ou je sais pas combien, ils vont se dire, non, non, mais il y a un problème, ou ils vont dire, non, il faut que je recontrôle, ou bien ils vont se dire, ah, ou peut-être qu'ils vont dire, super, j'ai réussi à faire une vente déjà aujourd'hui. Mais ça leur permettra de garder le cash. D'ailleurs, à cette personne, ce que je lui ai dit, il m'a expliqué, la personne m'a dit, je veux vendre des vêtements grande taille. J'ai dit, OK. Il me dit, ah ouais, mais je vais me constituer un stock et tout. J'ai dit, mais embête-toi pas à faire ça. J'ai dit, fais comme si tu avais tout. Tu mets tes produits, tu mets tes photos, tu mets tes prix, tu fais ta boutique. Ça va te coûter à la limite, tu payes un mois sur Shopify, tu fais ta chose, tu essaies de vendre en publicité payante. Si tu vends un, tu dis, bah, désolé, mais il n'y a plus rupture de stock, etc., on annule le paiement. Ça te permettra juste de vérifier que tu arrives à vendre. Là, je parle bien sûr pour ceux qui veulent se lancer sur l'e-commerce. Pour tout ce qui est des entreprises, etc., déjà établies, qui ont un business qui tourne et qui ont du cash, c'est différent. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire l'expérience et se disent, OK, moi, je veux devenir un e-commerce, etc., mais qu'en fait, ils n'ont jamais eu l'expérience de faire ça, quoi. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui démarre de zéro, on est d'accord, hein, Exactement, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire quoi? Il va dépenser de l'argent dans la création de la boutique, il va peaufiner le logo, ils vont passer beaucoup de temps à faire les cartes de visite, ils vont faire des autocollants pour la voiture, ils vont faire plein de trucs. Et après, ils vont se dire, ah, mais c'est difficile, en fait. Et, euh, et du coup, ils vont. Alors, mon but, c'est pas d'être défaitiste, mais mon but, c'est de dire ce que je vois, en fait. d'être Et réaliste. d'être réaliste, exact. Donc, du coup, si la personne dit, nous, on veut dépenser de l'argent, pourquoi pas? Maintenant, s'ils disent, nous, on veut vivre de ça, mais on n'a pas encore d'expérience et tout ça, alors, c'est mieux qu'ils comprennent que dans le monde du e-commerce, il faut s'agripper, quoi. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que tu conseillerais justement, dans la lignée de ce que tu viens de dire, est-ce que tu conseillerais à cette personne de se former, que ce soit en payant une formation ou même via de la formation gratuite, mais de se former sur comment sélectionner des fournisseurs, comment monter soi-même sa boutique Shopify par exemple, parce C'est que ce que tu j'ai sais, dit à la Shopify. personne qui est venue me voir. J'ai dit, avant de dépenser de l'argent dans des choses complexes, j'ai dit, mets la connaissance sur toi. Donc, du coup, j'ai dit, parce qu'après, quand on délègue trop, déjà même au début, euh, après, on n'arrive rien à faire par soi-même. Et ça, c'est très contraignant. Et du coup, c'est vrai que ça soit bah, pour du PrestaShop, du Magento, du Shopify, ou même justement, par exemple, en France, il y a Oxatis, par exemple, qui propose aussi Oui. des boutiques en ligne, ce genre de choses. Je me dis, OK, prendre le chemin le plus court pour arriver à, parce que le but étant d'avoir une boutique sur le net que des gens puissent payer et acheter. Et c'est ça le but principal, et d'aller au plus vite possible. Après, une fois qu'on va dire on a fait ça, rien n'empêche de passer à un palier supérieur, de dire ok, maintenant j'ai expérimenté, je vois plus ou moins le truc, je veux faire mieux, je veux m'occuper de la partie référencement, je veux faire plus. Donc dans ce cas-là, on peut passer à un niveau supérieur. Mais celui qui passe de rien à je mets le pied dans l'e-commerce un max, il risque d'être assez surpris en fait. Euh, Par rapport aux résultats qu'il va obtenir et par rapport aussi à toutes les fausses promesses, entre guillemets, qu'on voit à travers le web, quoi. C'est ça. Bah, justement, qu'est-ce que tu penses? Parce que là, il y a eu le gros essor en 2018-2019 de vendre en ligne un produit à faible valeur, mais le vendre assez cher sur la base du marketing d'influence. C'est-à-dire, en gros, tu montes une boutique Shopify et tout ça, bien évidemment, en dropshipping. C'est-à-dire, le dropshipping, tu n'as pas de stock, c'est ton fournisseur qui envoie directement à ton client. Qu'est-ce que tu penses de ce... Enfin, je ne sais pas si tu as remarqué d'ailleurs cette vague à la mode, là, le couple Shopify AliExpress, où comme je disais, tu vends un produit qui au final coûte pas cher sur AliExpress, tu le vends 10, 20 à 30 fois plus cher sur ta boutique. Par contre, tu le marketes, tu fais de la publicité Facebook, tu payes un ou deux influenceurs sur Instagram ou autre, et tu génères quelques ventes, voire des milliers de ventes en très peu de temps, mais sur la base d'un produit à faible valeur. Est-ce que pour toi, c'est un modèle qui va continuer à proliférer dans le temps?
ou est-ce que c'est voué à l'échec ce genre de modèle économique? Bon, derrière tout ça, j'en parle parce que tu viens de le dire à demi-mot, il y a tout ce business de la formation sur comment créer un site et devenir riche en 30 jours. Je caricature un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Qu'est-ce que tu penses de ça, de vendre un produit cher qui ne vaut pas son prix? Alors, moi, je pense qu'il est bien, c'est, en tout cas, en étant, si on est marchand, je trouve que c'est bien, c'est d'augmenter effectivement la perception du produit pour que, justement, la personne soit d'accord de mettre plus cher. Ça, je trouve que c'est bien. Parce que c'est vrai que, je dis, le but, c'est pas toujours de vendre au rabais, du pas cher, et de devoir vendre des quantités astronomiques à prix fracassé en s'alignant sur toujours les discounters et d'être juste au bord de la survie. Ça, c'est terrible, je trouve. Donc, du coup, je pense que sur le principe, il faut augmenter la perception, donc, je veux dire, n'importe quel type de produit, hein, pour que justement celui-ci puisse être vendu plus cher, et que le client il se dise, OK, c'est comme pour une voiture, etc. Est-ce qu'une voiture vaut 40 000 euros ou je sais pas, 60 000 euros, je sais pas, je prends une Audi, etc. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Non, mais ça peut certainement pas ce prix-là, mais le fait est que l'aura autour de la marque fait que les gens sont d'accord de mettre plus cher. Après, pour ce qui concerne la partie dropshipping, je pense que maintenant les gens ils ont compris qu'on peut commander directement en Chine. Recevoir un colis 3 semaines après qu'on ait passé commande, et puis s'apercevoir que c'est tamponné chinois dessus, et puis que dedans, on a le produit mal découpé, ou encore la bordure en plastique, mal taillée de la machine, ce genre de choses. Franchement, il y aura toujours des gens qui vont le faire, mais est-ce que c'est un business fait pour perdurer? Entre guillemets, là, le problème, c'est que la qualité de la marchandise n'est pas toujours au rendez-vous. Et après, au niveau du SAV, si on reçoit un produit qu'on n'est pas content, comment on fait? À qui on s'adresse? Et du coup, ça veut dire que la boutique en ligne aura du mal à perdurer dans le temps. On voit rarement des boutiques de dropshipping ou monoproduits de manière, on va dire, durable. Donc après, si on veut faire, on va dire, de l'argent à court terme, parce qu'il y a des gens qui arriveront toujours à le faire de cette manière-là, OK, ils vont faire ça, mais ça restera toujours un peu de l'entubage professionnel, quoi. J'essaie de vendre le produit le plus cher possible. Je multiplie par 30 fois le prix d'une montre. Je sais pas, une montre achetée 2 euros, je la vends 60 euros. Puis quand on reçoit la montre, on a les aiguilles qui sont collées sur le fond du cadran. Par exemple, est-ce qu'on peut s'imaginer perdurer comme ça? Non. Est-ce qu'on peut imaginer faire de l'argent? Oui. Est-ce qu'on a envie de vivre comme ça, avoir une réputation de ce type? Là, ça va dépendre des personnes, hein. Mais je pense qu'il y aura un essoufflement à un moment donné de ça. Et c'est déjà en train de se produire. Ça se dégonfle petit à petit. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme canaux d'acquisition, toujours pour quelqu'un qui se lance en e-commerce? Entre le SEO, le SEA, les influenceurs, la publicité Facebook, Instagram, Google, etc., etc. Alors, je sais pas si tu connais, il y a Serge de Passion e-commerce. Je sais pas si tu le connais. Mais Oui, lui, de nom, ça me parle, oui. ça me fait toujours rire parce qu'il dit toujours des trafics chauds et des trafics froids. Puis c'est vrai que je trouve que c'est assez bien résumé, ça, dire ça comme ça, dans le sens où tous les canaux un peu plus indirects, c'est-à-dire où la personne voit le produit mais qu'elle n'est pas vraiment en train de rechercher ça pour acheter, il y a moins de chances forcément qu'elle achète. C'est-à-dire, si je suis dans Google, imaginons que je suis en train de rechercher pied de parasol rond à 80 centimètres. Si je recherche ça dans Google et que je lui montre ça ensuite à l'internaute, il y a de fortes chances pour que c'est vraiment ce qu'il veut vraiment, hein. Donc, il veut un pied de parasol à 80 cm de diamètre. Voilà. Et je pense, à mon avis, que c'est le chemin le plus court, c'est quand même le Google AdWords ou Google Shopping, parce que on est directement basé sur l'intention de recherche. Ça veut dire qu'on dit, si la personne recherche ça, alors on lui montre ça. Et on a vraiment quasiment une correspondance exacte. Et du coup, plus précis que ça, je pense que c'est difficilement possible. Les autres canaux sont intéressants aussi, mais celui-là, je pense que c'est quand même, on va dire, le plus rapide et le plus performant. Si j'ouvre une boutique maintenant, là, il est quelle heure? Il est 14h44. Je fais une publicité AdWords. Je peux cibler vraiment un truc précis. Achat pied de parasol du 30 cm.
je mets ça dans les mots-clés, ok, je peux tout de suite avoir quelqu'un qui veut acheter un pied de parasol de pied 80 cm de Et tu diamètre. réponds à une recherche Précis. exacte, Oui. instantanément, quoi. Et ça, je trouve que plus précis que ça me semble difficile. Après, tu as le prédictif, mais là, on part dans un autre, Ah, oui, c'est sûr. dans autre chose. En tout cas, c'est pas destiné à quelqu'un qui se lance. Mais oui, le search, je rejoins un peu ton avis sur le fait que le search, que ce soit naturel ou payant, dans la mesure où tu réponds à une demande, à un besoin, tu as déjà 50% du chemin qui est fait, contrairement à quelqu'un à qui tu vas présenter un produit qu'il n'était pas en train de rechercher, quoi. Justement, c'est comme par exemple quand la personne est dans Facebook, etc. Elle n'est pas là pour acheter un pied de parasol. Quand la personne est dans Instagram et que même son influenceur ou influenceuse préféré va dire incroyable, regarde je suis sur ma terrasse et j'ai pris ce pied de parasol génial. Bon, elle n'est pas dans la même intention, au même niveau que la personne qui dit tiens, j'ai besoin d'un pied de parasol, faut que j'en achète un. Ok, achat pied de parasol 80 cm. Oui, c'est sûr. Et au niveau de la conversion, justement, donc quand une personne arrive sur ton site, sur un site e-commerce, quels sont d'après toi les éléments de réassurance qui sont les plus efficaces pour transformer justement et rassurer un visiteur? Bon Parce déjà, qu'on voit, excuse-moi, je te coupe, on voit toujours les mêmes, hein, frais de port offerts à partir de 30 euros d'achat, service client, avis des consommateurs, etc., etc. Bon, c'est un petit peu banal. Est-ce que d'après toi, il n'y a pas des choses un petit peu originales mais pertinentes qui pourraient être mises en avant pour rassurer les utilisateurs? déjà rien que les basiques. Parce que si on va déjà, avec la plupart, dans la plupart des cas, il y a quand même peut-être, c'est partagé entre 50% de résultats mobiles et 50%, on va dire, non, 50% des utilisateurs sont peut-être sur mobile et 50% sont peut-être sur ordinateur, quelque chose comme ça dépend. Mais imaginons, si je vais déjà sur une page, je clique sur un résultat, je vais sur le site, déjà, des fois, rien qu'esthétiquement, hormis tout le reste, esthétiquement, des fois, je me dis, ah ouais, c'est sale. Donc déjà, rien que le fait de ça, que je me dis, la présentation, c'est sale, ça serait déjà au niveau de la présentation des éléments. Ça veut dire que les éléments soient bien agencés, qu'on arrive bien à lire, que l'image soit pas trouble et coupée, que les textes soient quand même entiers. Ça, c'est, on va dire, c'est les basiques, mais qui très souvent déjà ne sont pas respectés. D'ailleurs, il n'y a qu'à comparer. Si on va par exemple sur le site mobile de Zalando, par exemple, et qu'on va sur le site mobile d'une PME ou petite entreprise, très vite, on voit déjà en 10 secondes la perception de l'œil. Elle dit ah oui, il y a quelques bizarreries déjà à l'écran parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'aller sur le détail. Déjà rien que ça. Après, quand on va un peu plus loin, déjà les logos de paiement. Moi, j'aime bien montrer les logos de paiement parce que Ouais. ça rassure pour qu'on voit les logos de paiement liés à son pays. Donc ça veut dire, je sais pas, par exemple, si c'est français, ben, qu'on voit par exemple les logos des banques françaises, ce genre de choses, et pas qu'un logo PayPal, par exemple. Ou euh, ou aussi, par exemple, l'extension du domaine, parce que quand c'est par exemple, si c'est quelque chose qui frustre, par exemple, des personnes que je connais, c'est ils achètent sur un site et en fait, par exemple, ils avaient triché, par exemple, ils avaient utilisé le .ch, mais c'était pas vraiment un site suisse, par exemple. Mhm. C'était des Français qui avaient pris le .ch, puis du coup, ils expédient depuis la France, puis du coup, c'est beaucoup plus long, etc. Donc même déjà le nom de domaine, c'est important qu'il soit bien explicite et qu'on fasse pas non plus ça semble assez logique. Une entreprise française ne devrait pas prendre un .ch pour essayer de ramasser des clients suisses, par exemple. Je trouve que ça, c'est une mauvaise idée parce que, surtout s'ils expédient depuis la France, par exemple. Donc, pour un client suisse, par exemple, je conseille d'avoir .ch. Pour une entreprise internationale, le .com. Mais pour un français, je conseille le .fr. C'est des choses assez basiques, mais qui permettent d'instaurer la confiance, surtout si c'est respecté ensuite. Après, les logos des transports aussi, ça veut dire que si, par exemple, justement, les transporteurs suisses, comme la Poste suisse, de voir le logo, ce genre de choses. Après, c'est surtout, on en revient toujours à plus ou moins la même chose, c'est la présentation, les images des produits, etc. Et euh, il faut comparer avec les gros pour se rendre compte. Et, et être honnête et se dire, OK, mon site, il est quand même encore largement améliorable, quoi, en termes d'ergonomie, de praticité, parce que les templates, ils sont responsives, mais franchement, ils sont quand même pas toujours Oui, top top, c'est quoi. responsive dans les grandes lignes, mais dès que tu affiches un thème premium, que tu l'affiches en responsive, c'est rare quand ça s'affiche vraiment correctement sur mobile. Effectivement, il y a une mise en page qui s'adapte,
Mais c'est pas ergonomique pour le coup. Ou alors, je sais pas, des textes pas finis traduits, des bouts de texte qui traînent en anglais, etc. Oui, La barre du menu qui chevauche un peu le prénom du client, tout genre de petits détails où on se dit, ah oui, même on arrive sur le site, on voit la dernière news qui date de 4 mois en arrière. Enfin, on voit tout de suite que c'est pas c'est quand on pas va frais. sur un site d'autorité, je sais pas, nous on a par exemple le 20 minutes, je sais pas si là, ou ce genre de choses. Oui, oui, Euh, on l'a aussi en France, oui. voilà, eh bien on voit tout de suite, il y a tout de suite l'actualité fraîche, on sent qu'il y a la rotation. Mais sur certains sites, on arrive, on sait même, ou même des fois le slider par exemple. Si le slider, je sais pas si maintenant bah, c'est écrit euh, euh, profiter de nos parasols jusqu'au 4 juillet, ça veut dire que ça prouve déjà que le site a une activité dans les jours qui précèdent. Des fois, parce qu'on arrive à mesurer dans le temps, du fait qu'ils ont dit 4 juillet, c'est-à-dire qu'il y a une actualisation récente. Et sur certains sites, on ne sait même pas de quand date le dernier changement, quoi. C'est ça. Et même pire, moi ça me fait penser à certains sites des fois sur lesquels je tombe, où donc là on est le 1er juillet 2019, des fois le 1er juillet 2019 tu peux voir un message sur le slider de la page d'accueil qui dit qu'ils seront fermés du 10 au 24 décembre pour les fêtes de Noël. Non, Et mais là c'est horrible. effectivement, C'est vraiment, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que le cerveau, il est vraiment intelligent et il comprend ultra vite des trucs. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut pas chercher des trucs trop compliqués, hein. Il faut comparer avec des groupes et se dire, OK, pourquoi, moi j'aime bien, c'est la méthode des 10 ou 15 secondes, c'est-à-dire pourquoi mon cerveau, quand je vais sur ce site-là, il dit, ah, ça a l'air bien, et quand je vais sur le mien, il dit, ah, ça a l'air nul. Et il y a quelque chose. Et il faut essayer de comprendre ça. Et franchement, c'est assez simple, mais des fois avec des petites choses à retoucher pour arriver à cette impression-là, quoi. et est-ce que tu peux nous parler de kingavi.com? Parce que justement, moi j'estime, je pense que toi aussi, les avis clients sont un des éléments de réassurance qui sont importants. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce projet que tu développes et quelles sont les différences avec d'autres sociétés du même type? OK. Alors, Kingavi, c'est assez simple. C'est une plateforme pour récolter des avis clients. Donc, étroitement, par exemple, lié avec PrestaShop. Donc, ça veut dire que, en fait, quand un client passe une commande sur le PrestaShop et qu'on a installé le module Kingavi, celui-ci va envoyer ensuite une demande au client de noter son achat. Et après ça, la notation va apparaître publiquement via un widget sur le site marchand et sur une page d'avis marchand qui sera indexée par Google. Après, bah, pourquoi ça a été fait? Ben, pour une raison assez simple, c'est parce que ça a été créé, parce qu'il n'y avait pas. Moi, j'avais besoin d'une solution d'avis, on va dire, qui soit, on va dire, de base, et avec une solution gratuite chez Trusted Shop, c'était pour les entrepreneurs. C'était une version basique, gratuite, qui était très bien. Puis un jour, ils ont fermé, il n'y avait plus. Et là, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas pourquoi pas créer un projet justement autour des avis clients? Je me suis dit, ça ne doit pas être trop compliqué. Mais ça, c'est ce que je me disais au début. Et après, en fait, je me suis lancé dans ce développement. Et puis, alors, quelle est la différence avec les autres solutions? Concrètement, j'ai envie de dire aucune. Parce que, en gros, on récolte des avis clients comme tout le monde. Là où c'est plus subtil, c'est déjà au niveau du prix. Parce que Kingavi, on va dire que pour les petites structures, les moyennes structures, ils peuvent utiliser le service 100%, on va dire, gratuitement. La seule contrainte qu'il y a, c'est qu'ils ne peuvent pas négocier un avis. Ça veut dire que si quelqu'un met, par exemple, une notation de 1 sur 5 et dit mauvais site, m'a envoyé le colis avec 4 semaines de retard, ben, en version gratuite, on ne peut pas négocier l'avis. Par contre, ça permet de récolter des avis jusqu'à combien exactement mensuel, juste préciser ça, mais c'est 100, juste. 100 par mois. Donc ça veut dire que En voilà, offre gratuite. donc 100 commandes par mois. Donc par expérience, dire, si on dépasse ça, euh, en principe, on peut switcher vers une offre, on va dire, payante. Ça restera quand même accessible si on arrive déjà dans ces volumes-là. Mais en dessous, puisqu'il y a beaucoup de marchands qui sont en dessous de 100, parce que 100 demandes par mois, ça veut dire qu'il faut faire déjà 3 commandes par jour. C'est ça, oui. 3 commandes par jour, ça veut dire qu'il faut au moins, si on prend 1% de conversion, ça veut dire qu'il faudrait 300 visiteurs. Et il y a beaucoup de sites e-commerce qui ne font pas 300 visiteurs par jour. Et donc, du coup, c'est ça qu'il y a plein de marchands qui sont contents d'avoir cette solution-là à disposition, en fait.
D'accord. Et parce que les avis clients, c'est facile de les vouloir, mais c'est difficile de les obtenir. Comment, avec Kingavi, tu arrives à inciter les clients à déposer un avis sur une commande qu'ils ont fait sur un site? Étonnamment, il y a un taux d'engagement qui est assez élevé. Combien c'était? Alors, j'ai plus en tête le. Parce que c'est le gros problème des avis clients, c'est que parce que PrestaShop embarque une solution de relance d'avis où tu as des modules qui font ça, mais c'est vrai qu'il Tu veux suffit. dire pour trouver des gens qui sont d'accord d'utiliser ce système, ou bien c'est ça, ou Non, non, bien. non, 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 trouver des clients qui ont passé une commande sur un site e-commerce, qui Oui, utilisent le module Kingavi. oui. C'est difficile. Tu as combien de transformations sur des mails qui sont envoyés par Kingavi pour demander un avis? Combien de personnes répondent à ces mails en fait? Alors, j'ai plus, en fait, j'avais écrit ça dans un article. Euh, alors, juste voir si je le retrouve. Parce que c'est assez Je, compliqué quand même d'obtenir l'engagement de clients en ligne, quoi. je vais voir si je retrouve. Moi-même, en tant qu'utilisateur de différents sites, enfin, je veux dire, en tant qu'acheteur sur Internet, à chaque fois, on me demande de laisser un avis sur la commande. Et c'est vrai que même si je suis entièrement satisfait, c'est assez rare que je laisse un avis parce que j'ai pas le temps, je remets ça au lendemain et finalement je le fais pas, etc., etc. Donc c'est difficile de récolter des avis de clients Qu'est-ce- satisfaits. Alors, qu'est-ce que j'avais dit à peu près? Alors, euh, alors, j'ai dit, alors, juste voir qu'est-ce que j'ai raconté? Euh, hmm, je suis en train de retrouver le chiffre. C'est vrai que je n'ai pas fait une analyse détaillée de ça. Alors, taux d'ouverture de clic. Alors, alors j'ai dit, le taux d'ouverture, j'ai dit, c'est presque 50%. Ensuite, le taux de clic varie entre 10 et 20%. Ça, c'est ce que j'avais écrit dans mon article de l'époque. D'accord. Il date de quand ton Ouais, article? ça date de quand ça date, ça? De 2017. D'accord, oui, donc Fin il y a 2 ans et demi, 2017. quoi. Ouais, c'est la constatation que j'avais faite. Un an et demi, un an et demi. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que ça qui va influencer. C'est aussi comment on fait le message qu'on envoie au client. Ça, c'est super important parce que le message, en fait, fait tout. Qu'est-ce qui fait qu'on regarde le mail ou pas? Son titre et le message contenu à l'intérieur. Et pour en fait arriver à un résultat, à un bon taux de clic, il faut idéalement personnaliser le message du mail. Euh, ça veut dire, ça veut dire qu'il faut apprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un mail c'est un mail, mais en fait c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est de dire ok, il faut marcher là où c'est plus sensible. Ça veut dire sur la corde des sentiments parce que c'est ce qui marche le mieux et euh, de dire bonjour. Euh, Grâce à vous. Donc ça veut dire d'impliquer en fait le client et ne pas justement considérer de le baisser juste au, le rabaisser au niveau juste du client, mais vraiment de lui dire que ben voilà, le retour qu'il va faire, c'est important et que pour vous, c'est vraiment, c'est vraiment, on va dire, Il un réel participe, plus. voilà, Voilà. il va vraiment participer à quelque chose de concret, quoi. C'est pour ça qu'il faut trouver les mots pour justement l'inciter à faire ça. Et si on est bon, on va dire en storytelling ou en influence, ah ben on peut obtenir effectivement des meilleurs résultats. Mais pas que. Ça veut dire que si en amont, on a un site e-commerce, on va dire, qui est proche des gens et où les gens se disent, ah oui, j'aime ce marchand. Ah oui, c'est pas qu'une entreprise qui est en train de fourguer sa marchandise, comme on avait vu par exemple en dropshipping où là, on fait des fausses promesses, entre guillemets, on multiplie le prix par 30, on balance après le produit au client. Eh ben là, c'est très différent. Si en amont, le travail est bien effectué et que le lien avec le marchand il est fort, il y a beaucoup plus de chances d'obtenir ensuite la demande d'avis, en fait, enfin, la validation de l'avis, en fait, client. C'est ça. Oui, donc en fait, tu mises beaucoup sur la personnalisation des messages qui sont envoyés. Et ça, est-ce que à travers le service Kingavi, tu proposes des templates qui sont déjà faits ou c'est vraiment là pour le coup, à ton client, à toi, donc le e-commerçant, de rédiger ses propres messages qui vont être envoyés? Alors, en basique, en fait,
dans la version gratuite, c'est un message prédéfini qui est basé, on va dire, sur ce qui faisait un peu les gros, hein, des leaders, les trusted shops, les avis vérifiés, etc. J'ai pris un mix de ça, un message un peu standard qui passe partout. Et après, dans les versions premium, ils peuvent personnaliser. Donc moi, j'ai déjà mis un message, on va dire, de base dans le template. Et puis eux, ils ont juste à mettre leurs mots et intégrer leurs variables s'ils ont envie de mettre, par exemple, bonjour Germain, etc. pour appuyer un petit peu plus sur le côté émotionnel, quoi. D'accord. Et tu as combien d'utilisateurs aujourd'hui de Kingavi? Je ne sais pas si tu peux nous partager. Alors oui, alors on est au balbutiement, hein, là. Oui, tu l'as lancé quand déjà le service officiellement? Alors officiellement, c'était, je vérifiais par la première, là, faut que je regarde par rapport à la première date de postage du blog qui remonte, ouais, qui remonte à mois de mai 2017 à peu près. Donc ça D'accord. fait, ouais, Ça fait 2 ans. ouais, ça fait 2 ans, quoi, c'est ça. Alors, il y avait beaucoup, à un moment donné, il y avait plus de marchands, j'étais plus vers 500, 550 marchands, quelque chose comme ça. Et maintenant, D'accord. ça a pas mal baissé maintenant. Je suis plus vers 300 parce D'accord. qu'il a fallu faire un peu de nettoyage, parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui sont mortes, etc., entre-temps. Et donc, du coup, maintenant, il y a des processus un peu pour nettoyer, pour, je fasse ça un peu plus régulièrement, quoi. Donc 300 actifs, tu as 300 utilisateurs Voilà, actifs, quoi, à peu exact, près. ouais. Oui. D'accord. Et tu peux nous partager la proportion de boutiques du coup qui sont passées en offre payante, comme ça donne une idée, pas forcément sur le chiffre d'affaires que tu fais, quoique ça peut Alors, toujours ouais, intéresser, mais ça c'est permet pas de énorme. savoir le nombre de boutiques qui justement passent le palier des 100 commandes par mois, quoi. C'est pas énorme. Je crois que, allez, là, il est peut-être quoi? Sur, sur 300, on en a peut-être quoi? On a peut-être, une, peut-être une soixantaine, peut-être, quelque chose comme ça. 60, quelque chose D'accord, comme donc ça. 20, on serait sur 20% de tes clients, de tes e-commerçants qui font plus de 100 commandes par mois. Quelque chose comme ça. Peut-être il y a ceux qui font moins, peut-être, qui ont quand même pris Oui, qui sont l'abonnement, quand même peut-être passés. aussi, Ouais, mais ça donne peut-être. un indicateur et c'est plutôt encourageant parce que ça veut dire que ton vivier de clients et d'utilisateurs de Kingavi, sans être dans les chiffres de Trusted Shop, avis vérifiés ou autres, qui sont, à mon sens, beaucoup plus. Je pense, je ne connais pas leurs chiffres, mais avec beaucoup plus d'utilisateurs, C'est tu as un sûr. écosystème qui semble relativement sain dans la mesure où avoir 20% de ces clients qui génèrent vraiment un chiffre d'affaires avec leur activité en ligne, je pense que là, pour le coup, les autres solutions peut-être plus connues et plus développées, que sont Trusted Shop, Société des avis garantis et autres, je pense, n'ont pas forcément 20% de leurs utilisateurs qui gagnent de l'argent avec leur activité. Ah, c'est bien possible. C'est vrai que j'ai pas non plus tous leurs chiffres, C'est hein. bon, là je te dis ça, c'est qu'un avis par rapport, parce que je connaissais pas tes chiffres avant d'enregistrer cet épisode. Mais c'est vrai que 20% d'utilisateurs, 20% de e-commerçants qui gagnent vraiment de l'argent, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on sait du e-commerce où justement au début d'épisode on disait que la majorité des e-commerçants ne gagnaient pas d'argent. Après, ce qu'il y a, c'est aussi par rapport au prix que je propose, qui est, on va dire, quasiment 10 fois moins cher que les autres. Les gens, ils se disent, ah oui, bah, même si on va prendre quand même chez lui. Parce que, parce que justement, bah, le prix, il est quand même beaucoup plus accessible, quoi. Ouais, Là, tout à fait. Ouais. si c'est quand même, quoi, à peu près, si c'est 8 euros par mois, Oui, on est alors bah, ça change quand même des autres, en pour fait, où ceux ils sont à qui 50, 60 euros mensuels, quoi. C'est ça. Pour ceux qui écoutent, si d'ailleurs toi qui m'écoutes, tu as une boutique en ligne, que tu sais pas encore quoi choisir entre Trusted Shop ou d'autres solutions, moi je t'invite vraiment à tester le site king-avi.com. Donc je mettrai le lien vers le site dans les notes de l'épisode sur marketing301.net et on a 3 offres. Donc tu m'arrêtes si je me trompe ou si je suis pas à jour, mais on a 3 offres. L'offre gratuite qui permet de collecter des avis jusqu'à 100 demandes par mois, donc approximativement 100 commandes par mois. Ensuite, on passe sur l'offre Silver qui a 8,05 € par mois. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Le coût est vraiment minime par rapport à la concurrence que tu disais. Et là, on peut aller jusqu'à 1000 commandes par mois. Donc là, il y a quand même un gap. Ouais. Et Oui. ensuite, on est sur l'offre Gold à 16,10 € par mois. Et là, on peut aller jusqu'à 2000 commandes par mois. Mais moi, j'invite vraiment à tester ce site-là. Je vais le tester aussi parce que je t'avoue que je ne l'ai pas testé. Je connaissais ton service, mais je ne l'ai pas encore testé. Je le testerai probablement dans les semaines qui viennent.
J'avais une question là purement marketing. Pourquoi ce pricing un petit peu original, 8,05, 16,10 et Alors, pourquoi 7,80, pas ça 7,95 va changer. Ce qu'il y a en fait, c'est parce que initialement c'est basé sur la monnaie franc suisse. Initialement, c'était le franc suisse qui était prioritaire, mais comme le marché il est plus européen, et ben du coup là on a dû faire un système de conversion temporaire de la devise. Du coup, ça va changer encore prochainement parce que ça va être révisé avec des systèmes, on va dire, d'abonnement mensuel avec interruption en fait en fonction de la demande. Donc, D'accord. on va dire c'est temporaire, mais c'est lié au fait que initialement c'était parti avec du franc suisse Voilà, comme donc monnaie de forcément, base. la conversion donne des tarifs pour nous Français, euh, La des plus tarifs un exotique. peu originaux. Et après, ce qu'il y a, c'est que à travers ce service, ce qu'il y a, c'est que ma vision est un peu différente des autres dans le sens où moi, je fais ce service parce que déjà, j'aime le e-commerce, puis je trouve que pour moi, c'est un plaisir de créer un service là autour. Et puis en plus, si ça sert aux marchands, c'est top. Donc, on est encore dans une approche qui est un petit peu différente dans le sens où je fais ça parce que j'aime faire ça, parce que c'est plaisant et je suis content quand les marchands ils puissent s'en servir ensuite, quoi. C'est ça. D'accord, donc c'est vraiment euh, à but de participer à l'écosystème e-commerce, réellement, Oui, plutôt que de créer un business florissant où tu vas gagner un maximum oui, d'argent sur le dos des e-commerçants. oui, parce que dans le sens où si je veux faire ça, j'ai plus avantage à plutôt faire de la prestation plutôt que faire un service comme celui-là, largement. Mais c'est juste que en fait, il y a aussi une notion, c'est que faire des projets pour les clients, c'est très bien, mais avoir un projet à mener en parallèle pour expérimenter et découvrir, on va dire, quelque chose qu'on connaît pas, eh ben, c'est vraiment une expérience amusante. Et c'est vrai qu'il faut toujours un projet en parallèle pour que ça amène un peu de fun, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, tu t'éclates là-dedans et c'est super. Je testerai la vie, enfin la vie, ton site d'avis justement prochainement. Avec plaisir. Bon, on va passer maintenant un petit peu à tout ce qui est organisation, méthode de travail, puisque sur Internet, sur les réseaux, toi, tu as mis en place volontairement, c'est une stratégie de ta part, vraiment une grosse stratégie de contenu, que ce soit sur YouTube, sur ton blog, sur Instagram, j'ai vu que tu publiais un conseil par jour, tu as vraiment une grosse stratégie de contenu. Est-ce que tu penses qu'avoir une telle stratégie très développée, c'est indispensable aujourd'hui pour une activité en ligne, que ce soit pour un prestataire de service comme tu peux l'être, pour un e-commerçant qui vend à travers une boutique en ligne. Est-ce que tu penses que la stratégie de contenu aujourd'hui, c'est indispensable pour réussir sur Internet? Ça dépend. Ça dépend si on gagne ça assez d'argent au départ ou pas. Dans le sens où il y a des entreprises qui fonctionnent très bien, ils ont de l'argent. Des fois, déjà, on veut faire du e-commerce, on veut faire de la vente en ligne, on veut aller sur le canal Internet. Euh, des fois, enfin, je dis bien, en vulgarisant, des fois, ils auraient pas cet avantage à dire, OK, s'ils optimisaient leurs commerciaux sur le terrain, ils gagneraient encore plus d'argent que le fait de s'embêter avec Internet. Imaginons s'ils ont des très bons commerciaux. Donc, ça veut dire que Internet est très bien, mais ça dépend aussi pour quel type d'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises, des fois, ils essayent de chercher une solution dans Internet, alors que la solution, c'est peut-être plutôt, je sais pas, peut-être dans le monde réel, d'organiser des événements, ça leur apporterait plus d'argent que de s'embêter à faire du web, par exemple. Après, pour celui qui choisit, on va dire, de se dire, OK, moi, je veux m'ancrer dans la partie Internet, euh, il faut à revenir à une question essentielle, à mon sens, c'est pourquoi les gens ils viennent sur le site. Si on est le moins cher du marché et qu'on a toujours les prix fracassés, pourquoi pas? Mais c'est rarement le cas, parce qu'il y a toujours un moins cher que vous. Donc, du coup, il faut se poser la question, mais oui, mais pourquoi je vais venir acheter une pièce de moto chez tel et tel? Pourquoi je vais venir acheter, je sais pas, un sac de voyage chez tel ou tel site? Et ça, c'est toute la grande question. Et du fait, justement, on en revient à cette problématique du contenu, c'est, OK, quand les gens ne viennent plus pour le prix, pourquoi ils viendraient, quoi? C'est ça la complexité. Et tu penses donc qu'avoir un contenu développé, avoir une communication via les différents réseaux, tu penses que ça participe en quoi à la réussite d'une activité en ligne? Eh ben, à force, je veux dire,
euh, quand les gens ils recherchent quelque chose, on va dire, je sais pas, dans la thématique qui les intéresse, et qui tombent, on va dire, une première fois sur une page d'un site, une deuxième fois, une troisième fois, ils commencent à se dire, ah ouais, mais lui, ça doit être certainement une pointure dans le milieu. Et donc, du coup, ils disent, OK, plutôt que de demander à telle ou telle entreprise, on va demander à eux, parce que c'est toujours eux qui ressortent dans les résultats. Donc, s'ils ressortent tout le temps, ça veut dire que ça doit être les meilleurs. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais dans la tête du client, il a cette impression-là. Donc tu cherches le signal d'autorité en fait. Exact. Ça ne veut pas dire qu'en étant positionné numéro un, je suis meilleur que, par exemple, d'autres agences, etc. Parce qu'il y a des développeurs performants ou des agences performantes, il y en a beaucoup. Et il y en a énormément qui ont, on va dire, un niveau, on va dire, technique, etc. Ou à d'autres niveaux qui sont supérieurs aux miens. Ça, c'est certain. Par contre, en termes de communication, bah pour ça, je vais donner une petite anecdote assez marrante. Je suis pas un grand voyageur, mais justement, comme j'avais mentionné une fois déjà, moi, j'avais été en vacances à Bordeaux. Et à Bordeaux, il y a une seule rue, on va dire, qui est commerçante. Et au milieu, il y avait un commerçant chinois qui vendait de la camelote, hein, il n'y a pas d'autre mot pour désigner ça. Eh ben, il vendait parce qu'il avait le super emplacement. Donc, il aurait pu vendre n'importe quoi, eh ben, il aurait réussi à vendre. Eh ben, dans Google, c'est un peu pareil. Si on a un bon positionnement, finalement, c'est beaucoup plus facile de vendre que si même on a, on va dire, le produit génial, mais qu'on est à la 100e page, quoi. Ouais, donc la visibilité, là, on est plus sur la visibilité. Plus tu seras visible, plus tu augmentes tes chances de vente, ce qui est relativement logique. Et après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pouvoir faire le lien avec les personnes pour qu'ils se disent, OK, est-ce que j'ai envie d'aller chez cette personne ou d'acheter chez ce marchand-là plutôt qu'un autre? Et là, il y a tout le travail d'identité et de se dire, OK, est-ce que je prends un parti pris, oui ou non? Ça aussi, parce que si on fait une entreprise, on va dire assez en mode corporate, on est assez lisse, etc. Donc, on, on plaît à tout le monde, mais en même temps, on plaît à personne parce qu'on n'a pas vraiment de parti pris. Ou alors, on se dit, OK, je choisis, je tranche, je monte une identité autour de l'entreprise et ça va plaire à certains, à d'autres pas. Mais du coup, on peut monter un écosystème là autour. D'accord. Et est-ce que tu as une journée type ou une semaine type dans ton organisation justement pour publier tout ce contenu, répondre aussi et intervenir sur les demandes de tes clients, parce que tu n'es pas que créateur de contenu. Et est-ce que tu as des outils à recommander justement peut-être pour automatiser certaines tâches? Alors, moi, j'automatise assez peu, je dois dire. Euh, après, on peut déléguer. Il y a des gens qui conseillent aussi de déléguer, mais j'ai pas trop l'habitude de ça. Et puis, c'est vrai que automatiser, c'est bien, mais il faut que ça soit vraiment bien fait, quoi. Et dans beaucoup de cas, des fois, on voit que c'est l'automatisation et c'est pas toujours super top, quoi. Donc, et puis je suis peut-être pas encore, on va dire, à un rythme où j'ai vraiment beaucoup besoin d'automatiser. Mais dans ma semaine, on va dire en termes de contenu même, je dirais que bon, le jeudi matin est consacré. Enfin, il y a une organisation. C'est normalement le mercredi soir à partir autour de 17h15 jusqu'à 18h30. Je prépare le tutoriel vidéo que je poste en principe le jeudi matin. C'est-à-dire que le jeudi matin, enfin, le mercredi soir, je prépare un petit peu le scénario. J'essaye pour voir si j'arrive à le faire. Et puis le jeudi matin, j'enregistre la vidéo tutoriel PrestaShop qui explique comment optimiser le PrestaShop d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et puis après, justement, je fais justement l'enregistrement de la vidéo le jeudi matin avec la publication du billet, plus plus ensuite la diffusion, on va dire, dans les différents canaux, la newsletter, et puis partage sur les réseaux sociaux, quoi. Et ça te prend tout le jeudi matin ou toute la Ça, matinée? en principe, ça dépend. Si je vais assez vite et qu'il n'y a pas d'encombre, à 10h30, j'ai fini. D'accord. Euh, Et tu commences à quelle heure? En principe, je commence autour des 8 heures parce qu'entre entre 7h30 et 8 heures, là, je regarde juste s'il y a des mails urgents, que les clients ont des problèmes, et je fais la publication Instagram. Donc, j'ai besoin quand même de 15 minutes pour la publication Instagram. D'accord. Et donc ça veut dire qu'en 2h30, tu as le temps de tourner la vidéo que tu as scriptée la veille, la veille au Oui, soir, de la monter, de la exact. publier. Oui, D'accord. Donc c'est assez performant. Tu es relativement productif quand tu es à cette tâche-là. Parce que 2h30, bon après, parce que ce sont pas des vidéos de 5 minutes que tu tournes non plus. Ce sont des vidéos de quelques dizaines de minutes. Donc déjà, le temps de tourner, ça te prend peut-être une petite heure. Ensuite, il faut monter et partager. Donc tout ça en 2h30, c'est relativement performant, enfin je trouve. après, moi, je cherche pas la perfection. Donc, quand je fais la vidéo et tout, même si justement j'ai un problème et tout, je dis aux personnes, je dis, attendez, là, il y a un bug, il y a un truc qui va pas là.
Et puis même des fois j'en ris. Et donc du coup, mais je pense que les gens ils aiment bien ça en même temps. Ils voient que moi aussi j'ai des problèmes quand je fais des fois le tutoriel. Et du coup, bah, ça, ce genre de choses justement, c'est qui renforce le lien parce que je leur montre que je suis comme eux, que moi aussi j'ai des problèmes quand je fais des trucs. Et je pense que les gens ils aiment bien ça. Et comment tu pallies aux imprévus? Parce que justement, tu travailles pour des clients, donc tu interviens, tu es prestataire. Donc tu as ta planification qui est déjà faite, donc du mercredi soir, on va dire au jeudi midi, grosso modo. Si tu as un imprévu justement à 7h30 quand tu lis tes mails, est-ce que tu reportes ta publication et le tournage de ta vidéo à plus tard? Quand je dis un imprévu, c'est par exemple un site d'un de tes clients qui a son module de paiement qui ne fonctionne plus, par exemple, quelque chose vraiment d'important. Comment tu t'organises là-dessus? Alors, sachant que en fait la vidéo, elle dure, je sais pas, peut-être allez, entre 20 et 40 minutes, ça veut dire que finalement, il faut juste que j'aie besoin de 40 minutes d'indisponibilité. Donc ça veut dire que quand je fais la vidéo, en principe, je mets sur silence mon téléphone, etc. Donc ça veut dire si je vois qu'il y a eu un appel, je rappelle directement après 40 minutes. Mais en l'espace de 40 minutes, il a rarement le temps de se passer un véritable drame. Enfin, ça veut dire que la vidéo est enregistrée. S'il y a besoin, j'interviens juste sur le bug du client, je corrige ça, puis après je reprends ce que j'étais en train de faire, quoi. D'accord, oui, Mais donc on va dire le plus important, c'est que la vidéo soit enregistrée. Après, je veux dire, même s'il y a un petit peu de décalage, ça c'est pas grave, on va dire d'une demi-heure ou de 45 minutes pour le reste. et sur tout Euh, le reste de ta semaine, du coup, tu es full intervention client, quoi. oui, après il y a aussi encore un autre contenu qui va être créé, c'est pour Kingavi, parce que Kingavi a aussi un blog, donc du coup je dois aussi l'alimenter. Et lui, par contre, il est fait un peu hors horaire, donc c'est plus le vendredi soir. Là, c'est spécial parce que je reviens au travail exprès, où je fais en fait entre là normalement c'est entre autour des 20 heures, entre 20 heures et 21h30. Là, je fais l'article du blog pour Kingavi, donc un domaine dans lequel j'ai moins l'habitude de créer de contenu. Donc je crée un contenu là-dessus. Et puis après, je réponds à tout ce qui est commentaires YouTube, commentaires sur le blog aussi, euh, y compris vendredi soir au bureau. D'accord, d'accord. J'ai vu que tu pratiquais la course à pied. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a souvent un parallèle qui est assez évident entre pratique sportive. Alors, je cours aussi un petit peu et c'est pour ça que ça me touche plus particulièrement. Un parallèle entre une pratique sportive et l'entrepreneuriat. J'ai d'ailleurs fait un live, juste une parenthèse, il y a quelques semaines, il y a une semaine ou deux sur la page Facebook de Marketing 301 où je venais de terminer mon footing et je faisais le parallèle entre le fait que quand tu reprends une activité sportive, bah, tu souffres physiquement, c'est difficile et c'est un peu comparable à un entrepreneur qui se lance dans une activité, donc là en l'occurrence le e-commerce, où il va souffrir dans le sens où effectivement ça va être difficile de faire sa première vente. Est-ce que tu penses qu'il y a un parallèle justement entre la pratique sportive telle que je viens de la décrire et justement le fait de monter une boutique en ligne? Et qu'est-ce que ça t'apporte le fait de courir? Est-ce que c'est juste une passion ou est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans ton organisation de la semaine pour être plus motivé, plus en forme? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je pense que c'est entre le lien entre les deux, entre la course à pied et le e-commerce, je pense qu'il y a aussi une notion de discipline. Donc, du coup, en fait, on obtient du résultat en ayant de la discipline. Et ça, je pense que c'est vraiment vrai dans les deux cas. Aussi, on devient meilleur. Le temps passant, on devient meilleur et on assimile, on va dire, des notions. Et ça, c'est valable aussi dans les deux cas. Ça veut dire que dans la course à pied, plus on va en faire, plus on va être résistant. En e-commerce aussi, plus on va en pratiquer, moins on va se faire avoir, on va dire, on va dire des imprévus ou bien justement d'un manque de connaissances. Et le temps avançant, on devient toujours plus robuste. Après, pour moi, quand je fais de la course à pied, moi je fais ça parce que il faut déjà, si on est déjà assis toute la journée au bureau, etc., pas trop d'activité, donc du coup, c'est important quand même moi je trouve d'être toujours en forme. Hein. Et donc, franchement, moi je trouve que ça vaut la peine d'avoir quand même une activité physique régulière. Moi, je veux pas, j'allais dire, faire comme les trentenaires, des fois que je vois qui commencent à prendre de partout, et qui commencent à grandir dans le sens de la largeur, quoi. Euh, C'est pas mal comme. alors, moi, entre 18 ans et maintenant, on va dire, il n'y a pas vraiment de différence. Mon corps, il est toujours plus ou moins resté pareil. Donc, du coup, je vais maintenir ça le plus longtemps possible. Et puis, en plus, je trouve que l'esprit, quand on va faire de la course, etc., l'esprit, il est aussi un petit peu plus libre. Et puis, ça permet de communiquer un peu avec la nature et tout. Je trouve que c'est quand même bien, quoi.
Donc c'est quelque chose qui te permet de t'aérer, de t'évader un petit peu de ta chaise de bureau, quoi. Exactement, tout à fait. Et bon, c'est très bien. Bah, écoute, à l'occasion, si je passe en Suisse, on ira se faire une petite session de footing. Et est-ce que tu as un livre ou un outil à recommander dans tout ce qui est productivité, entrepreneuriat, e-commerce, référencement, tout ce qui tourne autour du business en ligne? Est-ce que tu lis et est-ce que tu aurais un outil à recommander éventuellement à ceux qui nous écoutent? Alors, c'est vrai que moi, je suis pas un très grand lecteur. Je suis assez du genre scénario, c'est 23h30, je me dis, il faut que j'aille me coucher. Je saute sur le lit et je dis vite, il faut que je lise un peu parce que, voilà, tous les gens intelligents, ils lisent. Et du coup, je lis de minuit moins quart à minuit. Donc après, je dis, ah, j'ai lu un quart d'heure, je suis quelqu'un d'intelligent. C'est plus des fois dans ce sens-là. Euh, Après, ce que je peux conseiller en termes, on va dire, dans les livres on dit de livres de business et tout ça, ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des livres pour conduire au succès, ce genre de choses, et puis ils se disent, mais comment faire, je veux vraiment la bonne méthode. Eh ben, il faut pas qu'ils se posent trop de questions, en fait, parce que la méthode, on va dire, elle est vraiment, vraiment simple. Elle est basée sur des choses ultra basiques. Il faut, là où je fais la différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent après un certain temps. Et c'est là que se fait toute la différence. C'est tous ceux qui abandonnent pas et qui arrivent à tenir, même quand c'est dur. Ceux-là, ils sont obligés, en fait, de percer et d'émerger de la masse, quoi. Donc, faut lire un livre, enfin, si on cherche une solution à ces problèmes, je pense qu'il faudrait lire un livre expliquer comment résister mentalement à tout, comment continuer d'avancer, à exécuter, peu importe dans la condition dans laquelle on se trouve. Et si je pense qu'on suit ce genre de direction, bah, on est inarrêtable, quoi. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Ben, on cherchera un livre qui nous parle de ça et puis je le partagerai aux auditeurs si je le trouve. Mais oui, en gros, tu conseilles plutôt des livres qui expliquent comment surmonter, peut-être comment surmonter les épreuves et les difficultés de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est ça qui est quand même le plus important parce un outil miracle, etc., on en revient toujours à la même chose. Aujourd'hui, pourquoi il y a tellement de sites qui sont invisibles, qui manquent de trafic, etc. On peut lire un livre sur comment créer du contenu qui explique comment on doit mettre le titre, comment on doit mettre la description, quel texte il faut intégrer. Mais c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, ça sera quand on sera devant l'ordinateur, les doigts sur le clavier à se dire, ah, qu'est-ce que j'écris? Et le plus difficile, ça sera la semaine prochaine, la semaine d'après, dans 3 mois, dans 6 mois, qu'il faudra réexécuter cette opération et on se dit, ah, mais au secours, ça fait 250 fois que j'ai écrit un article, qu'est-ce que je vais dire? Et c'est là que se fait toute la différence, en fait. Sur l'exécution, on en revient C'est, souvent au même. Franchement, c'est ça. Donc, du coup, je me dis, quand on a compris ça, en fait, le secret est tellement basique, mais il est tellement difficile d'application, quoi. C'est ça. Ok, c'est noté. Pour terminer, ça fait déjà 1h25 qu'on est ensemble. Si tu devais te lancer le défi de guider un e-commerçant à générer sa première vente sur son site en 30 jours à partir de zéro. Donc c'est quand même un gros défi. Donc quand je dis à partir de zéro, c'est-à-dire il n'a pas de site internet, il n'a pas forcément de connaissances et il a 30 jours. On va lui donner quand même une enveloppe de 2000 euros de budget. Comment tu planifierais son programme du jour numéro 1 au jour numéro 30 pour déclencher au moins une vente sur son site? Hmm. C'est une bonne question. Ça me plaît bien, ça, en fait. Ça, je verrais assez ça comme challenge. Parce Tout à fait. que j'aurais bien envie de faire ça une fois avec mon audience. Ça veut dire de dire, bah, écoutez, on va essayer de faire ça, on fait ensemble, puis on regarde si on arrive à faire ça. Euh, ça me plaît bien. J'aime bien. En plus, c'est des méthodes genre atteindre le succès avec un budget discount. Ça me plaît bien. Euh, alors, Dans les grandes lignes, hein, parce que dans les j'imagine grands, que ça ouais, se bien résume sûr, pas ouais, en ouais, bien une sûr. minute, mais Bien sûr. Alors, je dirais déjà, franchement, je prendrais des articles un peu best-seller. Donc, je prendrais pas tout le catalogue. Je prendrais qu'une tranche des articles. Je segmenterais. Déjà, je ferais un marché de niche, segmenté sur une dizaine de produits. Euh, je m'amuserais pas à faire un PrestaShop et tout ça. Je prendrais un autre système, déjà tout en un. Je veux dire, ou c'est une solution propriétaire où on s'embête pas avec le code. Euh, donc faire une dizaine de fiches produits. Donc, dépenser le moins possible, ça veut dire que mettre le maximum après, justement, dans le budget Google AdWords. Parce qu'en 30 jours, de toute façon, on va pas obtenir tellement de trafic naturellement et tout ça. Donc, il faut faire quelque chose d'artificiel. Donc, du coup,
si on veut vraiment obtenir de l'argent tout de suite, franchement, moi, j'ai envie de dire 100 euros sur la boutique pour la création. Après, le temps de saisir les produits, bon, ben là, c'est juste du temps, donc ça coûte plus ou moins rien. Et 1900 euros restants en pub. Et même à la limite, on n'achète pas les produits et puis on temporise. Comme ça, on peut garder l'argent pour la pub, quoi. Et on achètera les produits au dernier moment. Donc pas de Mais stock. après, je sais pas exactement, je suis pas assez, on va dire, la fibre du marchand, je me rends pas compte non plus comment on peut négocier avec les fournisseurs et tout ça. Parce que c'est vrai qu'être marchand, c'est un monde à part, quoi. Et, euh, mais c'est vrai qu'avec 2000 euros, ça dépend aussi ce qu'on va vendre. Mais, ouais, éventuellement, pour faire les choses, on va dire correctement, il faudrait peut-être aller 100 euros sur la boutique, euh, 500 euros de stock, et puis le reste en publicité, par exemple. Ça serait, ça serait un deal possible. Mais c'est vrai que, de toute façon, on est d'accord que le but, c'est de vendre. Tout à Et fait, le oui. meilleur canal, c'est que ça reste quand même celui que j'ai mentionné avant, c'est Google. Euh, surtout s'il faut faire une vente avant les 30 jours, quoi. C'est ça. Ah bah oui, c'est le challenge. C'est le challenge. Après, on peut s'amuser, on va dire, à faire autrement. Euh, on peut envoyer un mail à sa famille et puis dire, je viens d'ouvrir un e-commerce, achète-moi un produit. Oui, Là, tu as fait une vente. oui, mais là, c'est cheaté, là. Ah, c'est cheaté, là, t'as pas le droit. Là, Mais, tu cheats le challenge. Donc ça compte pas, mais, mais mais c'est vrai que ça aussi, c'est un truc marrant. Des fois, je dis aux gens, c'est des fois, ils essayent de vendre par le e-commerce. Je leur dis, mais faites un event, faites quelque chose à la mode Tupperware, parce qu'on dit les Tupperware, les soirées Tupperware, c'est vu ringard, etc. Mais à combien de gens j'ai dit, mais j'ai dit, un jour, vous verrez sur M6, quand vous serez dans votre canapé, vous entendrez, maintenant, c'est le renouveau. Il y a des ventes de pièces détachées de voitures à domicile, comme à la Tupperware. Et tout le monde dira, ah, c'est une idée de start-up, de jeunes ingénieurs qui ont fait Bac+10. Mais ils a- il faut le faire maintenant. C'est pas parce que personne le fait que vous pouvez pas le faire. Je veux dire, moi, je suis sûr qu'il y a des gars qui auraient envie de se rencontrer le soir et puis de voir des pièces détachées de voitures devant eux. Et puis se dire, ah ouais, j'achète ça parce que je veux customiser ma voiture. Personne ne le fait parce que c'est pas un classique. Mais c'est plus facile des fois de vendre, des fois de cette manière-là, que des fois de s'embêter à vendre un produit à un inconnu, par exemple. C'est pour ça qu'il y a le e-commerce, il peut avoir multiples facettes, mais aussi dans le monde physique. Et rien n'empêche de faire le lien entre le monde physique et le virtuel, quoi. C'est ça. tout à fait. Donc pour résumer, tu mettrais très très peu sur la création technique du site, Très peu. quasiment tout sur la publicité, sur le Oui, search, oui. et ensuite tu jonglerais entre les commandes fournisseurs, le stock, le dropshipping et un petit peu tout ce qui est partie opérationnelle, quoi. Oui, parce que ce qui est important, c'est d'avoir le visiteur. Si on n'a pas le visiteur, on pourra de toute façon pas vendre, même si on a le super produit au méga prix. Donc, du coup, ça servirait à rien. Donc, Ouais, du coup, ce qui est complètement. important, c'est d'avoir le visiteur, quoi. Et le visiteur le moins cher possible et le plus qualifié possible, à mon avis, il vient inévitablement de Google, quoi. Complètement. Bah, c'est marrant, tu vois, que tu me parles de l'intérêt pour ce challenge. J'ai lancé un groupe en fait sur Facebook il y a quelques temps, mais enfin qui n'est pas lancé officiellement, mais je suis en train de préparer un groupe plutôt qui s'appelle Booster PrestaShop en 90 jours, Ah, avec cool. justement le but. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Il y a des personnes qui sont en liste d'attente pour rejoindre le groupe, mais il n'y a personne sur le groupe pour l'instant. Avec le but de mettre un challenge, alors sur la base de PrestaShop, sur comment réaliser ses premières ventes. Alors là, pour le coup, c'était pas en 30 jours, mais c'est en 90 jours. On prend un peu plus de temps parce qu'effectivement, il y a le temps de création de la boutique sans partir dans, dans, dans une boutique, la plus belle boutique du monde, mais une boutique qui soit efficace, rapidement fonctionnelle, et justement 90 jours pour pouvoir développer justement cette stratégie de SEA, d'AdWords et autres. Le SEO en 90 jours, c'est un peu juste, mais on peut déjà entamer des démarches. Et surtout, comment générer une vente ou plusieurs ventes en 90 jours. Donc c'est un challenge sur lequel je travaille, qui pour l'instant n'est pas complètement prêt, mais si ça t'intéresse, on pourra éventuellement travailler dessus ou voir ce qu'on peut faire ensemble. Ce qui est Mais c'est... compliqué, en fait, dans ce modèle, dans cette approche, c'est aussi, moi, il y a un site e-commerce que j'adore, son histoire, il y a un podcast, c'est pêcheur.com, un des sites numéro un de la pêche en France, ou peut-être, D'accord. et
ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils expliquent comment ils sont devenus les numéros un. Et en fait, si on remonte tout au début, c'est des gars passionnés. Ils font des photos du poisson. Ils font des photos de où ils ont été à la pêche. Ils montrent qu'ils arrivent à sortir le poisson, etc. Et en fait, ils sont super bons commercialement aujourd'hui, mais pas parce qu'ils ont trouvé la super technique dans Google, et puis etc. C'est parce qu'à la base, le noyau, c'est des gens passionnés, et puis ils adorent ça. Donc même si ça n'avait pas fonctionné, ils auraient continué. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont réussi à transpercer le truc. C'est parce que d'un coup, ils se sont dit, ah ouais, on va proposer une canne à pêche. Ah oui, on va proposer quelques hameçons. Et puis, il y avait tous ces gens-là autour d'eux qui disaient, c'est trop bien ce qu'ils font, on aime ces personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, trop de sites e-commerce n'ont pas ça autour d'eux. Ils se disent, eux, ce qu'ils disent plutôt, c'est, ils sont dans leur canapé le soir, justement le dimanche soir en train de regarder Capital. Ils se disent, ah ouais, mais moi aussi, j'aimerais gagner de l'argent et puis faire comme eux, que j'en ai marre d'être sous les ordres de mon patron, il m'énerve. Et c'est très différent, ça, ou se dire, ah ouais, je veux partager des choses avec des gens parce que moi, je suis trop passionné de ça, j'aime trop. Et puis, il y aura peut-être des gens qui pensent comme moi, etc. C'est quand même un des écarts assez importants, quoi. Donc c'est une super conclusion. En gros, le message que tu fais passer, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le blogging et tout ça, c'est quand tu fais ou que tu veux lancer une activité, quelle qu'elle soit, si tu ne le fais pas par passion, ça sera plus compliqué. Si ton objectif c'est de gagner de l'argent, ça sera plus compliqué à maintenir et à rester la tête hors de l'eau quand tu auras des passages difficiles que si tu fais ça par passion, ou dans tous les cas, tu continueras à avancer dans ton activité. C'est clairement ça, oui. Donc pour conclure, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux, sur Internet, sur Kingavi? Oui, alors, vous pouvez tout simplement, si vous voulez me retrouver, vous pouvez aller sur webax.ch, ça s'écrit W-E-2-B comme Bernard, A-X.ch. Et puis, il y a dans le pied de page tous les liens vers les réseaux sociaux, donc vous pourrez les consulter si vous êtes intéressé. Très bien. Ben, écoute, je te remercie beaucoup Germain pour le temps que tu nous as accordé. Je te remercie pour ton interview, et puis j'espère que ça a pu donner quelques informations aux auditeurs. Bah, je l'espère et je pense que oui, vu ce qu'on a partagé, il y a quand même pas mal de ressources et d'informations à grosse valeur. Donc c'est très sympa à toi de le partager aussi parce qu'il y a des choses que tu pourrais garder pour toi, pour tes clients et pour ton activité à toi. Là, tu nous le partages sur le podcast. Donc bah, écoute, je t'en remercie encore et je te dis à très bientôt. Je te remercie, à bientôt. Salut Germain. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et ça me permet d'avoir ton retour et d'orienter les épisodes que je planifie. Toutes les notes de cet épisode seront disponibles sur marketing301.net/43. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Marketing 301.